Bien, Yorana Tato Patwa. Donc, nous allons faire cette présentation à deux, mais non, nous sommes quatre en fait participants à la conception de cette communication. Donc, on va se présenter tous les deux, puis je citerai les deux personnes suivantes. Et Oula, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Yorana, donc Heura Tetet-A, fondatrice donc de Speak Tahiti Property Tahiti, qui est ce qu'on appelle une entreprise dite innovante, start-up incubée à Prism, l'incubateur de la CCSM en 2019. Et Speak Tahiti Property Tahiti propose notamment une méthode d'apprentissage de la langue tahitienne, une méthode hybride dont je vous parlerai après. Donc Jacques Vernaudon, linguiste, et je vais donc présenter également Miros Paella qui participe à la conception de cette communication, ainsi que Hugues Talfer, qui est le directeur de la société Tahiti Ingénierie. Comme vous le voyez, donc, on est des partenaires enseignants de l'université et des partenaires privés associés dans cette réflexion. Et c'est l'objet finalement de notre présentation, de montrer une dynamique nouvelle qui s'amorce ou qui s'est déjà amorcée depuis un certain temps autour des langues polynésiennes en général, alors beaucoup concentrées sur le tahitien dans une première étape, mais avec une ouverture vers les langues polynésiennes. Et donc cette collaboration, elle s'articule autour des langues polynésiennes. Alors avant de rentrer dans le détail de ces langues, un petit rappel de la situation contemporaine d'un point de vue sociolinguistique. Vous avez en présence environ 7 langues polynésiennes issues du peuplement autochtone il y a environ 1000 ans. Désormais le français, donc, qui est arrivé pendant la période coloniale, qui est aujourd'hui la seule langue officielle et la principale langue de scolarisation. Et puis vous avez d'autres langues dans le paysage linguistique local, comme par exemple les langues chinoises, comme le Hakka et le Punti. Parmi toutes ces langues, 2 d'entre elles font fonction de langue véhiculaire à l'échelle de la Polynésie française, le français dans une variété locale, ainsi que le tahitien. Revenons sur les langues polynésiennes rapidement. Les langues autochtones de Polynésie française, donc j'ai dit qu'elles étaient environ 7, je ne vais pas rentrer dans le débat de spécialistes sur ce dénombrement, mais appartiennent donc à un groupe linguistique qu'on appelle le groupe des langues polynésiennes, qui a une très forte cohérence phylogénétique, issue d'un foyer qui est situé dans la région de Tonga Samoa. Et à partir de ce foyer, dont les populations sont elles-mêmes originaires d'Asie du Sud-Est, mais à partir de ce foyer, les navigateurs et navigatrices polynésiennes se sont dispersés sur l'ensemble du Pacifique vers l'Est et vers l'Ouest. Et peut-être aujourd'hui, on a des hypothèses qui font venir les gens de l'Est de l'Ouest. Donc on a des choses tout à fait intéressantes en termes de peuplement. Et donc on a une couverture du Pacifique qui va très au-delà de ce qu'on appelle traditionnellement le triangle polynésien. Alors, en Polynésie, ces langues, on a parlé abondamment dans les présentations précédentes des phénomènes de transformation et de transition, et de fait, ça affecte également la question linguistique. Et vous avez ici des données issues du recensement de 2017 de l'ISPF. Alors, les colonnes orange vous indiquent la compétence déclarée, c'est-à-dire on demande aux gens quelle langue parlez-vous, comprenez-vous, parlez-vous, lisez-vous, écrivez-vous. Et donc, on a à peu près, et donc l'histogramme est réparti par tranche d'âge. Et vous voyez qu'en 2017, quelles que soient les tranches d'âge, on tourne aux alentours de 70% de la population déclarant comprendre, parler, lire et écrire une langue polynésienne. En jaune, en revanche, vous avez la proportion de des personnes de 15 ans et plus, qui déclarent utiliser couramment une langue polynésienne dans le milieu familial. Et là, très nettement, vous voyez que plus on va vers les jeunes générations, moins la langue est pratiquée dans le milieu familial. Et donc, on a, comme la tendance, de la même manière qu'on a cette tendance au niveau mondial, vous savez que sur la base des données de l'Atlas des langues en danger de l'UNESCO, certains linguistes estiment que la moitié des langues du monde aura disparu d'ici la fin du XXIe siècle. Eh bien, on a en Polynésie française également une menace qui pèse sur les langues polynésiennes, donc, dont certaines sont de moins en moins pratiquées dans le milieu familial et de moins en moins transmises aux jeunes générations.
Alors, suite aux propos sur la compétence et les pratiques en famille dans une langue polynésienne, je vais moi poursuivre sur l'idée de désidérabilité, on a du mal à le dire à chaque fois avec Jacques, des langues que je nomme moi la swagabilité. Donc, excusez-moi de ce barbarisme, swag qui est donc charismatique et qu'on va désirer. Aujourd'hui, on a une conscience réelle de la fragilité de nos langues, leur disparition, leur valeur aussi patrimoniale, immatérielle. Et j'ai même vu passer hier soir sur LinkedIn un questionnaire d'une étudiante de l'ICEP qui nous interrogeait sur la disparition et l'utilité du tahitien aujourd'hui, comme quoi ce sujet questionne toujours autant. Cette conscience est aujourd'hui très visible au sein de mon entreprise. Nous avons développé avec une équipe de marketeurs, professeurs et animateurs un panel de services d'apprentissage pour le public adulte qui souvent était un peu délaissé entre guillemets, avec une méthode hybride d'apprentissage comprenant donc des cours avec professeurs en présentiel et en distanciel, des immersions en langue tahitienne. Donc, on va fabriquer de la bière, du café, notre bol de coco, faire une navigation de Vataï en langue tahitienne, etc. Et une approche dite de pédagogie inversée, en fait, où tous nos cours, tous nos apprenants ont accès à un cloud leur permettant d'avoir l'intégralité des cours, des fiches lexicaux, des sons, des podcasts, des vidéos d'apprentissage avant même de commencer une session avec nous. Et cette méthode plaît aux adultes car elle se veut être la plus immersive possible et les chiffres le démontrent, c'est-à-dire que Speak Tahiti a commencé en 2019, vers septembre 2019 avec 50 apprenants en 2019, on est passé à 100 en 2020, alors 2020 on le rappelle, crise économique quand même, et maintenant on est à plus de 180 apprenants en 2021, donc on est à peu près à 300, un peu plus de 350 apprenants sur 2 ans et demi, et 80% de nos apprenants, ça c'est intéressant, sont polynésiens. Et on rejoint un peu les statistiques qui démontrent justement l'intérêt au sein de notre communauté même pour nos langues. Ce qui est encore plus intéressant, c'est pour nous, sur cette question du désir de la langue, c'est vraiment qu'on a réussi à attirer ce qu'on appelle nous, en tant qu'entrepreneurs, les grands comptes polynésiens. Donc je vous ai cité groupe de gages, Avis et compagnie. En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, ils intègrent à leur parcours de formation cette méthode qui est vue également sous le prisme du team building, donc activités en entreprise qui vont souder les équipes. Et donc là, le tahitien a un double effet positif, c'est-à-dire l'idée en ressources humaines que l'on peut professionnaliser et monter en compétence ces équipes grâce au tahitien et que cela apporte une dynamique de cohésion interne. Par ailleurs, parmi les apprenants hors entreprise que nous avons donc en cours du soir, 2 apprenants sur 6 sont souvent issus du corps médical et paramédical. Donc en fait, à Speak Tahiti, Propro Tahiti, on a énormément de médecins généralistes, spécialistes ou alors pharmaciens. Et en fait, ça s'explique tout simplement par le fait que les patients sont souvent âgés et que nos patients en fait âgés sont des locuteurs de Tahiti. Et la conscience finalement professionnelle les pousse à prendre des cours de tahitien pour servir au mieux leurs patients. Donc c'est plutôt une très bonne chose. Pour revenir aux entreprises, je peux même citer donc l'ancienne DRH de la CPS qui est aujourd'hui directrice de la Direction générale des ressources humaines du pays, Marie Noguier, qui nous a confié la mission l'année dernière de créer un parcours numérique et c'est vraiment inédit en Polynésie d'apprentissage accessible aux 508 collaborateurs de la CPS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont un processus d'apprentissage, un programme d'apprentissage en ligne qui a été vraiment fait avec des lexiques très spécifiques à la CPS. Donc aujourd'hui, c'est vraiment inédit, c'est vraiment une des plus grosses entreprises qui permet aujourd'hui d'avoir cette formation-là. Et enfin, pour revenir sur le public enfant, on est en plein dans l'actualité en ce moment puisqu'une réponse institutionnelle a été formulée. Le pays vient de voter une loi de pays encadrant l'enseignement facultatif des langues à parité horaire. L'engagement des autorités politiques est réel et dans l'actualité puisqu'elle a été votée là récemment le 25 novembre dernier et le texte a été voté à l'unanimité, signe d'un consensus politique qui existe et donc on est vraiment là sur tous les exemples factuels cités sur une envie d'un multilinguisme harmonieux qui tend vers une articulation des langues polynésiennes au français. Donc l'idée ici, c'est que la recherche doit accompagner ce projet de société globale, c'est-à-dire il y a de la demande sociale et comment effectivement l'université par son travail peut aider à construire des outils et des démarches qui participent à la valorisation et à la transmission des langues. Et donc on identifie 3 éléments fondamentaux dont on va vous parler davantage. La documentation linguistique, c'est-à-dire qu'il faut décrire les langues et disposer de matériaux suffisants sur les langues cibles. Ici, il s'agit des langues polynésiennes.
la linguistique descriptive qui va se charger, à partir de ces corpus, de faire des descriptions syntaxiques, lexicographiques, etc. Et à partir de ce matériau disponible, l'accessibilité aux langues, c'est-à-dire comment rendre les langues plus accessibles pour le public, pour que les gens puissent se réapproprier les langues, les apprendre et les transmettre à leur tour. Donc ici, je donnerai un exemple, c'est celui du dictionnaire en ligne de l'Académie tahitienne pour vous montrer un des exemples de collaboration entre la recherche universitaire et le privé. Le dictionnaire de l'Académie tahitienne, que vous voyez, que vous pouvez utiliser, vous avez le lien qui est indiqué sur la diapositive, en fait, dans sa version en ligne, est issu d'un travail entre, d'une part, l'université, l'académie, évidemment, l'Académie tahitienne qui est propriétaire du contenu du dictionnaire, et une société privée qui est Tahiti Ingénierie, dirigée par Hugues Talfer. Et en fait, derrière ce dictionnaire, vous avez une base de données qui a été constituée depuis, le travail a été amorcé à partir de 2013, et l'intégralité des données qui étaient jusqu'à présent sous un format Word, sous une forme très rudimentaire finalement, a été progressivement transformée en base de données, et grâce à ça, on a pu développer un certain nombre de fonctionnalités qu'on va illustrer tout de suite. Donc, toujours, donc là, c'était plutôt un élément, disons, de lexicographie, mais voilà du corpus. Alors ça, c'est un outil qui a été développé donc, à l'Université de la Polynésie. Il existe en fait, parce que le tahitien est la première langue océanienne écrite. Et donc on a depuis le 19e siècle finalement un corpus tout à fait significatif de textes écrits en tahitien. Et nous avons souhaité, avec la collaboration du service des archives du pays et la bibliothèque universitaire de l'UPF, constituer progressivement une base, une archive numérique de textes, dont des textes en langue polynésienne et en particulier en tahitien. Ici, par exemple, vous avez le Vean au Tahiti, qui a été publié de 1850 en 1859, quasiment exclusivement en tahitien. Et donc, c'est un corpus remarquable pour travailler sur une forme du tahitien laïque, puisqu'on a des textes religieux de cette époque-là, mais là, on a des textes laïques. Et donc, ces documents sont désormais accessibles sur Anaïté. Et à partir de ce travail-là, nous avons donc, de ces bases, nous avons retranscrit l'intégralité du Vean au Tahiti sous une forme cherchable, si vous voulez. On peut faire une recherche plein texte et développer avec des algorithmes, je ne rentre pas dans le détail, c'est juste une illustration, des algorithmes qui nous permettent de créer des corrélations entre les entrées du dictionnaire et les occurrences de ces entrées, de ces mots, dans le corpus de texte déposé sous Anaïté. Donc c'est ce que vous voyez là, en fait. Je cherche le mot purumu, je vois où le mot purumu apparaît, dans quel texte, et ensuite je peux remonter jusqu'aux textes qui sont déposés sous Anaïté. Et je peux accéder également à la graphie d'origine et la graphie transformée dans celle de l'Académie tahitienne, dans la graphie contemporaine. Donc ça, c'est un exemple vraiment de partenariat abouti, si vous voulez, entre l'université et un partenaire privé, à savoir Tahiti Ingénierie. Alors on peut imaginer demain, et nous sommes en train de développer ce support également, l'équivalent, mais pour l'oral, puisqu'évidemment les langues polynésiennes sont des langues de tradition orale, et on a également intérêt à cumuler le plus possible, et encore plus aujourd'hui, puisqu'on sait que nos matahiapo, pour certains, sont menacés par la crise que nous traversons. Il est important de les enregistrer et de conserver durablement les enregistrements. Donc ce n'est pas simplement de les enregistrer et garder les choses sur son disque dur à soi, c'est de les déposer dans des bases de données qui sont sécurisées. C'est ce que nous sommes en train de développer sur l'oral. Donc là, c'est un exemple. C'est un texte qui a été recueilli en fait par Eric dans les années 80. Donc il les avait sur des cassettes. On a fait numériser les cassettes, on a déposé les cassettes sur une archive sécurisée. Les étudiants ont transcrit l'enregistrement et traduit l'enregistrement. Donc on a toute la série, là, on a vraiment du corpus enrichi. Et on peut imaginer demain, parce que comme le corpus est transcrit, on peut imaginer demain qu'il y a un lien direct entre l'entrée du dictionnaire, c'est-à-dire le mot dans le dictionnaire que vous cherchez, et l'occurrence du mot, cette fois non pas dans un texte, mais directement dans un enregistrement sonore. Donc on accroît considérablement. Alors là, c'est du Paumotu, c'est pas du tahitien, mais c'était pour vous faire entendre un petit peu autre chose que du tahitien. Donc voilà le genre de travaux qu'on est en train de développer dans le cadre de ce partenariat avec des partenaires privés.
pour revenir justement sur cette thématique du souffle numérique en Polynésie. Et parmi les chiffres qu'on a sur le numérique, on peut évidemment citer les rapports de la Direction générale de l'économie du numérique, et le dernier date donc de 2019. Alors, on a fait le choix, parmi les différents équipements, de nous focaliser sur la téléphonie mobile. Alors vous m'excuserez d'avance, j'ai permuté les sous-titres, donc sur le tableau de gauche, il faut bien lire taux d'équipement, et celui de droite, type d'abonnement. Donc on se rend compte qu'en 2 ans, donc entre 2017 et 2019, on a un bond de 11 points sur le taux d'équipement en téléphonie. Et aujourd'hui, sur tout le territoire polynésien, 79% des personnes interrogées ont un téléphone portable et 44% un abonnement 3G, 4G. Et à cela, on peut même rajouter les cartes prépayées qui permettent parfois d'avoir accès à Internet. Et enfin, un autre chiffre qui nous semblait intéressant, celui de la fréquence de connexion. Et en termes de comportement, on observe que les Polynésiens sont connectés très quotidiennement. Et pour rappel, on recense plus de 130 000 utilisateurs quand même de Facebook, soit une personne sur 2 connectée sur ce réseau social en Polynésie. Ceci étant exposé, on sait que nos usages nous poussent de plus en plus à utiliser les applications. Et parmi les disruptions les plus répandues, celle de la formation a fait un boom incroyable. Et donc, on va passer à un inventaire des différents types de contenus numériques existants. On parle bien ici de vitalité des langues polynésiennes, donc pas seulement tahitiennes, dans le domaine numérique, et on va distinguer donc les contenus gratuits et ceux qui sont payants. On peut souligner donc 2 choses. C'est que ces projets publics finalement, parce que ce sont des projets publics, sont liés dans le temps. Alors je ne sais pas si c'est un pur hasard, mais dans les années 2017 et 2018, on est vraiment assez abondant en termes de production numérique, et on a un peu les avant-gardistes avec la DG2E finalement, qui proposait déjà sur leur page YouTube près de 300 vidéos en langue polynésienne, qui d'ailleurs a aidé grandement lors du confinement, puisqu'elles ont été diffusées sur nos 2 chaînes, Polynésie Première et TNTV, pour la continuité donc pédagogique. Donc vous voyez très bien plus de 300 vidéos datant donc de 2011, avec des pics de plus de 50 000 vues. Ce qui est aussi extraordinaire sont des chiffres donc de la création. Donc à partir de 2017, on a les chiffres, notamment plus de 4 500 000 recherches uniques sur le Farivan 1, plus de 50 000 téléchargements quand même de l'application Réo, qui aujourd'hui, à l'époque, quand elle a été créée, il n'y avait que le tahitien français. Aujourd'hui, c'est tahitien français et anglais, et plus de 300 épisodes donc disponibles de Pro Tahiti en VOD, donc vidéo à la demande, et en replay donc sur TNTV. Ensuite, pour la partie payante et économique, donc moi je vous exposerai quelques exemples que nous avons au sein de Speak Tahiti Pro Tahiti, et qui sont donc des supports totalement numériques, dits pure player et complémentaires aux services de formation pédagogique que nous proposons par ailleurs. Et le hasard du calendrier a fait qu'on lance en fait cet après-midi la partie gratuite de la plateforme Ireo, qui est donc et après la partie payante va arriver la semaine prochaine. Ce qui est intéressant surtout, c'est la concurrence finalement, donc par rapport aux réseaux sociaux que l'on peut avoir au niveau de l'économie des langues et culturelles en fait plus généralement, parce que vous allez pouvoir retrouver, si vous cherchez, que vous soyez aux États-Unis, en Amérique latine ou encore en Calédonie, des services ou contenus numériques payants en langue tahitienne ou pour apprendre la langue tahitienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà? La première chose, c'est qu'il y a une industrie, puisque pour réaliser, produire, diffuser ces types de contenus, il y a des compétences à avoir, pédagogiques, techniques, marketing, et que la diffusion surtout et la promotion de la langue sont une réalité en Polynésie, mais surtout à l'international. Et c'est ça qui est intéressant. Donc un marché existe, de niche peut-être, mais quand même, on peut le définir ainsi, mais surtout des clients qui désirent apprendre, comprendre et parler les langues polynésiennes existent. Parce que des fois, on peut avoir des idées de projets économiques, mais tant qu'on n'a pas trouvé et pensé son marché, l'intérêt d'entreprendre n'a pas vraiment de sens. Alors, ceci étant, notre propos aujourd'hui est aussi de faire une ouverture sur des supports hybrides, et pour cela, je vais laisser Jacques présenter un tableau comparatif des supports et interactions existants avec les compétences développées. Oui, alors je vous ai parlé tout à l'heure plutôt de résultats de travaux déjà réalisés avec un partenaire privé, à savoir Tahiti Ingénierie, sur des bases de données qui nourrissent la recherche fondamentale sur les langues polynésiennes. Et là, en fait, on amorce un partenariat nouveau, c'est ce qui explique notre présence tous les deux devant vous, sur la question justement de l'enseignement. À partir de l'expérience de Speak Tahiti, à partir de nos connaissances à l'université en termes de description des langues, eh bien, nous essayons de voir comment nous pourrions développer une gamme complète d'outils
pour l'enseignement des langues polynésiennes. Donc là, vous avez un tableau un peu exploratoire. On est là, pour le coup, vraiment dans la démarche. Vous avez, dans la première colonne, l'indication des compétences qui sont visées. Donc, je me suis inspiré globalement de ce que vous trouvez dans ce qu'on appelle le CECRL, le cadre européen pour les langues. Donc, vous avez écouter, lire, parler, et dans parler, il y a s'exprimer oralement en continu, ou bien prendre part à une conversation, ce qui n'est pas pareil, écrire, comprendre le fonctionnement de la langue cible. Donc là, on rentre dans des compétences, disons, métalinguistiques, on essaie d'avoir accès au fonctionnement de la langue, comprendre la culture aussi, mais il ne suffit pas de la comprendre, après, il y a des enjeux de savoir-être. On peut comprendre les choses et sans savoir se comporter correctement. Et vous avez, donc, et ça, ce sont les lignes, et pour les colonnes, vous avez les types de supports. Alors, on a commencé ici par le support multimédia, puisque c'est un peu l'objet de la discussion aujourd'hui, mais nous ne faisons absolument pas de fétichisme par rapport au numérique, et nous sommes convaincus que d'autres supports sont et resteront tout à fait nécessaires. Le livre papier, on a des études aujourd'hui en sciences cognitives qui montrent que l'on se concentre mieux quand on lit sur un support papier que sur un écran. Donc voilà, on est convaincu que le livre restera utile, surtout quand il s'agit de réfléchir, par exemple, sur le fonctionnement de la langue. Bon, c'est toujours mieux de regarder à tête reposée l'explication sur un papier que sur quelque chose qui défile sur un écran. Les interactions humaines, évidemment, pour apprendre à parler les langues. Alors, ces interactions humaines, elles peuvent avoir lieu de manière synchrone, alors en présentiel ou en distanciel, mais de manière synchrone avec le locuteur expert en face de soi, sur un écran ou en chair et en os, et également de manière asynchrone. Et donc, vous avez, on ne va pas rentrer dans le détail du tableau, mais vous comprenez bien, l'idée, c'est que pour telle ou telle compétence, telle ou telle interaction avec tel support est plus efficiente. Par exemple, si on veut développer des compétences pour écouter la langue, c'est sûr que ce n'est pas en interagissant avec le livre, mais on peut en discuter, que ça sera très efficace. Il vaut mieux écouter des enregistrements qui sont accessibles sur une plateforme numérique. Et on peut imaginer qu'il y ait dans le livre un QR code qui nous lie à la plateforme en ligne. Évidemment, on peut créer des liens entre les supports. De la même manière, pour apprendre à prendre part à une conversation, on se doute bien que la condition idéale, c'est quand même d'être face à un humain qui interagit avec vous. Alors peut-être que demain, l'intelligence artificielle pourra remplacer l'humain, mais pour ça, il faut qu'il y ait des corpus en nombre suffisant, donc ça pose des enjeux de recherche qui sont un peu complexes et sur lesquels je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Donc voilà. Et donc, l'objet du partenariat engagé, c'est précisément, de manière complémentaire, utiliser l'expérience de Speak Tahiti dans justement l'exploitation d'un certain nombre de supports déjà existants et de notre côté, du point de vue de l'université, apporter des connaissances en didactique des langues, en contenu simplement, en description grammaticale, en description lexicographique, pour nourrir, enrichir et de cette manière couvrir la palette des besoins pour développer les compétences langagières des apprenants. Donc aujourd'hui, on se positionne clairement dans un partenariat privé-public et une nouvelle collaboration en linguistique appliquée sur les compétences, donc les questions d'apprentissage numérique, et en fait de travailler ensemble pour créer finalement des supports, encore plus de supports hybrides de l'enseignement, avec pour ma part quand même en tant que chef d'entreprise une réelle envie d'ouverture sur la swagabilité, mais surtout sur une économie à développer puisqu'il reste tellement de choses à faire. Et pour terminer, donc, pour continuer justement à vous intéresser à nos langues et écouter et partager les recherches et productions existantes dans le domaine des langues du numérique, quelques liens et informations par rapport à ça. Oui, un mot sur la question économique. Cette question nous intéresse particulièrement ici à l'université parce qu'il faut savoir que pour les étudiants qui sortent de la filière langue et culture polynésienne, un des débouchés, c'est l'enseignement et l'enseignement dans le second degré. Mais vous avez 2 postes tous les 2 ans au CAPES de Tahitien Lettres. Évidemment, c'est un débouché insuffisant. Il est indispensable pour nous de trouver de nouvelles niches économiques. Or là, il y a bien, semble-t-il, une demande pour laquelle nos étudiants pourront être utiles. Et ça me permet de rebondir sur le fait que depuis 2 ans et demi, effectivement, on reçoit assez régulièrement. D'ailleurs, en ce moment, on a une Master 1, donc bon, c'est pas Rio, mais voilà, c'est médiation culturelle, il me semble. Et oui, le fait de venir, parce qu'à chaque fois, ils ont l'air toujours ébahis sur à la fois notre méthode, mais surtout le fait qu'il y ait pas qu'une seule voix, mais évidemment plusieurs voix, et le numérique peut nous permettre ça. Donc, je ne sais pas si tu avais terminé. Maruru te wharuramei, maruru te ei.